Bonjour et bienvenue à ce premier cours de l'unité 11 qui porte sur les tâches générales pour une évaluation holistique des débits environnementaux. Ce cours passe en revue chacune des tâches d'une évaluation typique des débits environnementaux. Il existe aujourd'hui plusieurs types d'évaluation des débits environnementaux à différents niveaux de détail et celle-ci est principalement basée sur des méthodologies holistiques telles que la méthode des blocs de construction ou Building Block Methodology comme méthode typique. Mais la plupart des tâches sont assez communes à la plupart des méthodes plus détaillées. Le cours a été conçu par le professeur Jay Okefi de l'Université Rhodes en Afrique du Sud. Cette diapositive donne un aperçu des différentes tâches et je vais les passer en revue avec plus de détails. L'étape A est appelée scoping, c'est-à-dire que l'on regarde la rivière de façon générale, en faisant une étude générale de la rivière pour se faire une idée de l'ensemble de la zone d'étude qui nous intéresse. Ensuite, on passe à l'étape B, qui est la préparation de l'atelier d'évaluation des débits environnementaux, avec un certain nombre de tâches différentes que je vais passer en détail, en revue. L'une de ces tâches est la nomination de l'équipe d'évaluation. Ensuite suit le zonage de la zone d'étude, l'évaluation de l'intégrité de l'habitat, la sélection des sites pour les études détaillées, puis les enquêtes et mesures, les tâches de terrain, l'importance et la sensibilité écologique et sociale, la définition des conditions de référence, la définition de l'écologie, de l'état écologique actuel et la définition des objectifs environnementaux. Toutes ces étapes sont incluses dans l'étape B. Ensuite vient l'étape C, l'atelier d'évaluation des débits environnementaux proprement dit, où les débits sont effectivement évalués par différents spécialistes. L'étape D est un processus de négociation au cours duquel les débits environnementaux recommandés sont ensuite ajoutés aux exigences des utilisateurs en termes d'utilisation domestique, agricole, industrielle, etc. pour voir si les débits du fleuve peuvent répondre à toutes les exigences et aux débits environnementaux. Et si ceci n'est pas le cas, il faut évidemment procéder à des négociations et à des compromis. Et enfin, à la mise en œuvre et le contrôle de la conformité qui est une partie du processus à long terme essentiellement indéfini. Voyons maintenant le scoping ou cadrage, c'est-à-dire une première évaluation de la zone d'intérêt pour essayer d'identifier les questions d'une importance particulière et pour établir le premier plan d'évaluation. Cette phase peut également comprendre une première évaluation du débit environnemental à l'aide de tableaux de référence tels que la méthode tenante ou Montana ou une analyse hydrologique telle que l'indice d'altération hydrologique ou une approche d'extrapolation telle que la méthode de bureau de Dennis Hughes afin de fournir une estimation du niveau de reconnaissance du volume et de la distribution probable de l'eau nécessaire pour répondre à diverses conditions environnementales. Après l'étape de cadrage, suit la préparation de l'atelier d'évaluation. Il y a 10 étapes dans cette préparation et elles impliquent les différents spécialistes travaillant parfois en coopération, parfois effectuant des tâches séparément. La première tâche consiste à lancer l'évaluation, à décider du niveau de détail et à définir la méthodologie qui sera utilisée. Cette tâche va dépendre de l'urgence du problème, la disponibilité de données. En d'autres termes, si vous avez très peu de données hydrologiques, alors cela ne vaut probablement pas la peine de passer beaucoup de temps et d'efforts à obtenir des données écologiques très détaillées, car le manque de confiance dans les données écologiques va régir la confiance dans les résultats. Les ressources disponibles, le temps, l'argent, l'expertise, l'importance de la rivière en termes de problèmes environnementaux, l'utilisation actuelle et future de la rivière, la complexité du système et la difficulté de mettre en œuvre les débits, si vous avez des structures qui peuvent libérer des débits ou pas, si vous avez un bon cadre
politique de gestion et de demande, etc. sont les aspects qu'il faudra étudier. La deuxième tâche est la nomination de l'équipe d'évaluation. Cette équipe sera constituée généralement d'un responsable qui est le coordonnateur de projet, d'un facilitateur qui maîtrise un peu l'ensemble du processus du Building Block méthodologie. On aura aussi besoin de spécialistes tels qu'un hydrologue, un géomètre et modélisateur en hydraulique, un géomorphologue pour étudier la géomorphologie et les sols dans le milieu, un spécialiste en qualité de l'eau pour voir les importances de la qualité de l'eau, un écologiste qui permettra d'apprécier de façon générale les interactions entre les différentes composantes du système, c'est-à-dire les poissons, les invertébrés, la végétation riveraine, les oiseaux aquatiques, les amphibiens, les phytozooplanctons et les microphores. Les écologistes peuvent être un certain nombre en fonction des différentes spécialités spécifiques dans le milieu. Il faudra aussi nominer un spécialiste en sociologie et un économiste des ressources en eau. C'est à cette étape que nous décidons de la méthodologie à utiliser pour la détermination de chacune de ces composantes. La tâche 3 est le zonage de la zone d'étude pour identifier les tronçons de la rivière étudiés dont les conditions physiques et écologiques sont susceptibles d'être similaires afin qu'ils puissent être traités comme des sections particulières de la rivière pour lesquelles les débits peuvent être recommandés comme étant identiques. Ces zones sont généralement définies par des changements majeurs dans la taille du chenal, l'hydrologie, la géologie, la pente ou l'utilisation des terres, où les affluents entrent en jeu, etc. Les études détaillées seront donc basées sur des sites échantillons et l'idéal est de localiser un site pour chaque zone qui caractérisera les conditions dans cette zone. Voici un exemple de zonage pour les tronçons supérieurs et moyens du Gange en Inde, où nous nous sommes retrouvés avec 7 zones différentes, de Gangori à Himalaya à Kapur, dans le tronçon moyen. 5 zones définies principalement en termes de gradient du fleuve lorsqu'il est aplati, atteignant ces sections de plaine inondable, mais aussi définies par des choses comme les endroits où il y avait des barrières majeures, des barrages et différentes utilisations de terre. La tâche numéro 4 est l'intégrité de l'habitat. L'intégrité de l'habitat est en fait une étude globale de l'état de la section de la rivière concernée et l'objectif est de classer la section en fonction de l'importance des modifications qu'elle a subies par rapport aux conditions naturelles. L'intégrité de l'habitat peut se faire par le biais d'une enquête vidéo, par hélicoptère ou par drone, comme ce fut le cas dans l'exemple de la diapositive qui présente la rivière Sabi. Cette enquête a été faite en regardant le secteur de 5 km de la rivière où la section vert foncé à côté de la frontière du Mozambique est la zone riveraine et l'intégrité de l'habitat riverain naturel a été évaluée. L'habitat riverain étant de couleur en dessous des canaux de la rivière et l'intégrité de l'habitat dans le cours d'eau étant de couleur au-dessus du canal de la rivière. Cela a permis d'évaluer, d'avoir une vue d'ensemble sur la rivière. Ainsi, l'emplacement des sites peut être représentatif des zones et nous savons ce qui se passe en amont et en aval de chaque site. Voilà comment, de façon générale, l'intégrité de l'habitat peut se faire. La 5e tâche dans le processus est la sélection du site. Cette tâche est guidée par la facilité d'accès, la diversité des habitats et la sensibilité des habitats au changement de débit. Il est important que les sites sélectionnés permettent de faire des mesures dans les sections hydrauliques minimales et de modéliser les débits, les vitesses et le périmètre mouillé à différentes profondeurs. Il faudrait aussi que les sites soient à une certaine proximité en matière de débit pour pouvoir les comparer entre eux. Il faudrait finalement s'intéresser à la représentativité des conditions dans la zone fluviale, c'est-à-dire choisir des sites qui couvrent l'ensemble des conditions dans le fleuve. Et dans certains cas,
déterminer les sites d'écoulement critiques, c'est-à-dire les sites où l'écoulement s'arrêtera lorsqu'il y aura une petite réduction du débit. La sixième tâche est celle où l'on fait les enquêtes de terrain et les mesures sur le terrain. Elle est composée de différentes parties. D'abord, on peut avoir une enquête biologique qui se fera à travers l'échantillonnage des communautés de poissons, des invertébrés benthiques et des végétations riveraines. D'autres groupes également peuvent être échantillonnés, tels que les amphibiens, les macrophytes ou les algues. Ensuite, il faudra faire une enquête et une analyse hydraulique. Pour cela, il faudra prendre différentes coupes transversales hydrauliques ou la modélisation de l'habitat si les ressources le permettent, font le lien entre les connaissances écologiques et le débit. La précision de l'analyse hydraulique est cruciale pour la confiance dans les recommandations de débit. Il est alors important que les connaissances et les variations de débit en fonction de la profondeur soient bien établies. Ensuite, nous avons une analyse hydrologique. L'hydrologie ou l'enregistrement des débits au sein de l'AE sert essentiellement à vérifier que les débits recommandés se situent dans les limites raisonnables des débits enregistrés dans la rivière. En effet, il peut arriver que les différentes modélisations d'habitat et les différentes quantifications de débit nécessaires nous conduisent à des valeurs supérieures aux valeurs d'eau qui peuvent être réellement mobilisées en tenant compte des conditions hydrologiques du système. Une autre étape dans la partie enquête et mesure est l'enquête géomorphologique qui a pour objectif d'analyser la morphologie du canal en termes de caractéristiques géomorphologiques et la stabilité et de pouvoir prévoir les conséquences des changements de débit sur les entrées et les sorties de sédiments et donc sur la forme du canal et les types de substrats et d'habitats disponibles. Ensuite, nous avons l'analyse de la qualité de l'eau qui permet de ressortir les exigences de qualité de l'eau et ainsi parallèlement les exigences de débit car le débit est fortement influencé par la qualité de l'eau. Ceci permet d'identifier les impacts ponctuels et diffus du ruissellement. La dernière étape lors des enquêtes et mesures est celle qui consiste à faire l'enquête sociale. Il existe deux types d'enquête sociale associées de façon globale à la méthode des building block méthodologie. Le premier type d'enquête est l'identification des personnes dépendantes directement de l'écosystème fluvial lorsqu'il est dans un état sain, afin de déterminer les aspects du régime d'écoulement qui sont importants pour chaque situation. La deuxième partie de l'enquête est la consultation et le renforcement des capacités de toutes les parties prenantes afin d'identifier les préférences concernant les objectifs de gestion de la rivière ou du fleuve. De toute évidence, cette étape permet de faire une consultation et un renforcement des capacités de toutes les parties prenantes afin d'identifier les préférences concernant les objectifs de gestion de la rivière. Voici un exemple de la caractérisation du site particulier de la rivière Ruaha en Tanzanie, juste pour vous donner un exemple du type de site spécifique sur lequel le travail détaillé serait fait sur les poissons, les rivages, c'est-à-dire les berges, la végétation, la géomorphologie, etc. Nous pouvons voir sur cette diapositive une partie de l'échantillonnage des poissons dans les zones à faible vitesse d'écoulement. La tâche numéro 7 est l'importance et la sensibilité écologique et sociale. L'importance écologique est une mesure de la priorité de la zone d'intérêt d'un point de vue écologique. Et l'importance sociale est une mesure de la dépendance de la population à l'égard de l'environnement fluvial sain pour les biens et services, les loisirs, les valeurs culturelles et spirituelles du fleuve et de la rivière. Il s'agit donc d'un élément important pour fournir le cadre permettant de fixer les objectifs des débits environnementaux. La tâche numéro 8 est la détermination des conditions de référence, qui est normalement les conditions naturelles dans la rivière. Mais pour les écosystèmes ayant été fortement modifiés sur une très longue période, la condition de référence ou la condition naturelle
n'est tout simplement pas un point de référence réaliste sur lequel on peut revenir. Dans ce cas, il faut décider à quel stade fixer les conditions de référence en termes d'utilisation de la rivière. Elles fourniront donc une base de référence permettant de juger dans quelle mesure la rivière a été modifiée et de décider si elle a été trop modifiée ou si nous devons l'améliorer ou s'il convient simplement de maintenir les conditions actuelles présentes dans la rivière. Après la définition des conditions de référence, comme nous l'avons dit, qui représentent les conditions de la rivière à un état naturel où il n'y avait pas de perturbation, la tâche numéro 9 est de définir les conditions actuelles. L'objectif est de comparer les conditions actuelles avec les conditions de référence afin de mesurer l'ampleur des modifications qu'a subi le fleuve au fil du temps. Ce processus sert de base à la définition des objectifs environnementaux. Voici un tableau dans lequel nous examinons différents éléments, à savoir la qualité de l'eau, la géomorphologie, la végétation riveraine, les poissons, les invertébrés aquatiques et l'état écologique général du système en fonction de l'état écologique actuel, des changements à long terme, de l'importance et de la sensibilité écologique et de la classe de gestion écologique que nous souhaitons maintenir. Les éléments d'appréciation de l'état de chacune de ces composantes peuvent aller de A à F, avec A étant la condition naturelle, B étant les conditions légèrement modifiées, C étant les conditions modérément modifiées, D étant les conditions significativement modifiées. Et normalement, à partir de D, cela ne vaut plus la peine d'aller au-delà. Mais il existe toujours des conditions d'appréciation pouvant aller jusqu'à la classe E et F, qui sont très sévèrement modifiées, où nous avons atteint peut-être des points de rupture et l'écosystème ne pourrait plus être restauré. Pour chacune des composantes, il est important d'apprécier dans quel état cela se trouve à l'état actuel. Ainsi, pour l'exemple présenté sur la diapositive, les poissons sont dans un état C qui est modérément modifié. Ensuite, les changements à long terme, à un horizon de 20 ans, comme celui mentionné sur la diapositive, serait ce qui se produirait si les conditions actuelles étaient maintenues. Et nous voyons que si les conditions actuelles de l'écosystème sont maintenues, alors la composante poisson passerait de l'état modérément modifié à un état sévèrement modifié. La sensibilité des poissons pour l'écologie ou la sensibilité des différentes composantes de façon générale est très élevée et très appréciée des populations. Alors, la comparaison de ces éléments, état écologique actuel, changement à long terme et importance de sensibilité, permet de fixer des objectifs et des classes de gestion écologique pour pouvoir définir les débits environnementaux dans notre système. Ceci représente les objectifs environnementaux. Il n'existe pas de débit environnemental correct ou unique pour une rivière. La question est de savoir quel est l'impact acceptable et quels sont les biens et services que les différents acteurs attendent de la rivière et quels objectifs pourraient ou devraient être atteints par la gestion de la rivière. Après avoir passé toutes les 10 tâches de l'étape B, il est maintenant primordial de passer à l'étape C qui est l'atelier d'évaluation des débits environnementaux. Selon la méthodologie utilisée, ce processus peut prendre de nombreuses formes différentes, mais pour l'essentiel, différentes méthodologies globales telles que la méthodologie modulaire, comme le processus de dérive, représentent différentes façons de traiter et d'analyser les mêmes informations. Vous devez donc obtenir les mêmes réponses si vous utilisez les mêmes informations venant du même spécialiste, quelle que soit la méthodologie utilisée. Pour exemple de processus pour la méthodologie Building Block Méthodologie, lors de l'atelier d'évaluation des débits environnementaux, les recommandations en matière de débit sont décidées par l'ensemble des groupes de spécialistes. C'est-à-dire que les différents spécialistes doivent évaluer chacun les débits nécessaires pour pouvoir satisfaire les besoins
des espèces ou des parties qu'ils ont eu à étudier. Et ensemble, les différents spécialistes doivent aboutir à des recommandations de débit qui permettront de façon consensuelle de satisfaire tous les groupes de l'environnement étudié. Pour chaque débit recommandé, les spécialistes examinent quel habitat devrait être inondé, quelle vitesse de courant seront nécessaires et quelle largeur de rivière, etc. pour pouvoir atteindre les objectifs fixés. L'hydrologue doit ensuite vérifier que le débit recommandé est réalisable par rapport au schéma d'écoulement observé au point où on espère avoir ce débit. Lors de l'atelier d'évaluation des débits environnementaux, le spécialiste de la qualité de l'eau répondra au débit recommandé en estimant les conséquences des débits recommandés sur les concentrations des différents paramètres de l'eau. Voici quelques photos de différentes rivières à différentes étapes du processus. Vous pouvez voir sur la photo en haut à gauche l'atelier d'évaluation des débits organisé pour la rivière Maha. Ensuite, vous pouvez voir la rivière Ganga où les spécialistes sont sortis pour faire des observations en haut à droite. La rivière Wami Ruvu en Tanzanie en bas à gauche où les spécialistes font aussi des observations. Et vous verrez en bas à droite une photo de l'atelier d'évaluation des débits environnementaux pour les cours supérieurs de l'Amazonie en Équateur. L'étape D est la négociation. Ainsi, une fois que les débits environnementaux ont été évalués, cette étape aborde l'analyse et le processus décisionnel. C'est à ce stade que les débits environnementaux et les besoins des utilisateurs agricoles, domestiques, industriels, etc. sont intégrés dans l'analyse. Il s'agit donc de déterminer si la rivière peut répondre aux besoins des utilisateurs tout en maintenant les débits environnementaux. Si tous ces besoins ne peuvent pas être satisfaits simultanément, il faut alors passer à l'analyse du rendement hydrologique. Calculer la probabilité de pouvoir maintenir les débits environnementaux et répondre aux besoins des utilisateurs pendant les années humides et sèches. Si toutes ces exigences peuvent être satisfaites, alors c'est très bien. Le plan d'attribution de l'eau peut être approuvé. Dans le cas contraire, il faut analyser différents scénarios dans lesquels soit certains des besoins des utilisateurs se voient accorder un niveau d'assurance réduit, soit les débits environnementaux seront réduits et compromis. Différents scénarios sont donc élaborés qui attribuent une série de niveaux d'assurance aux différents utilisateurs, comme par exemple des besoins en irrigation pendant la saison sèche avec une assurance de 60%, de sorte que 6 ans sur 10 en moyenne, les agriculteurs obtiendront tous leurs besoins et 4 ans sur 10, ils devraient se contenter d'un peu moins et ainsi de suite. De même, les débits environnementaux pourraient être fournis, mais à un niveau de garantie inférieur. Il faut que quelqu'un prenne la décision de mettre en œuvre les débits environnementaux. Et cela peut relever de la compétence de différentes autorités selon l'échelle du fleuve, que nous soyons dans une rivière internationale, nationale ou régionale, et selon les protocoles de gouvernance mis en œuvre sur le bassin. Dans les régions où il existe une concurrence pour les ressources en eau, la meilleure chance de rendre une décision en faveur de la mise en œuvre des débits environnementaux dépendra d'une évaluation de confiance élevée et de soutien de la majorité des parties prenantes. La dernière tâche de l'étape D est la mise en œuvre et le contrôle de conformité. C'est le point culminant du processus, mais il dure indéfiniment. Les méthodes de mise en œuvre dépendront donc de la disponibilité des structures de stockage ou de transfert entre les bassins ou du potentiel de gestion de la demande sur la rivière spécifique. Il est efficace d'appliquer une approche adaptative dans laquelle la libération d'une partie de l'eau du fleuve pour l'aval
ou les moyens actuellement disponibles s'accompagne d'une opération de surveillance efficace qui permet d'évaluer les réponses à cette libération d'eau. Ainsi, les objectifs peuvent être revus en fonction de l'expérience acquise lors de la mise en œuvre effective des débits et de la surveillance. Et peut-être les débits peuvent être affinés soit vers le haut, soit vers le bas en fonction des résultats de la mise en œuvre initiale. Nous sommes maintenant à la fin de ce cours et les messages à retenir peuvent se formuler en 5 points. 1. Les évaluations holistiques des débits sont réalisées par des équipes multidisciplinaires et comportent généralement au moins 5 étapes: le cadrage, l'évaluation détaillée, l'intégration, la négociation et la mise en œuvre. L'étape de cadrage peut inclure l'implication des méthodes hydrologiques plus rapides pour identifier les niveaux provisoires de débit environnementaux. Pour l'évaluation détaillée, elle comprend des études à l'échelle du bassin, de la portée, comprenant éventuellement des études d'adéquation de l'habitat pour orienter les recommandations détaillées. Les recommandations de débit sont déterminées en intégrant les apports de tous les spécialistes. L'engagement des parties prenantes est une étape importante, car la mise en œuvre et la pérennisation du processus dépendent du niveau de confiance que les différents acteurs accordent au travail qui a été effectué. Merci.